Salut, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ébéniste. Je passe mes journées à redonner vie à des meubles que les autres ont abandonnés. Il y a quelque chose de rassurant dans le grain du bois sous mes doigts, une histoire silencieuse que j'essaye de ne pas effacer en la réparant. C'est un travail patient, un travail qui correspond bien au silence dans lequel j'ai appris à vivre. Mon atelier, c'est le garage de ma petite maison à Nantes, dans un quartier où les arbres sont plus vieux que les murs. L'automne ici a une odeur particulière, un mélange de terre humide et de feuilles mortes qui s'infiltrent par les fissures des fenêtres. Ma maison sent en permanence le bois, la sciure et le café noir. Le soir, le seul bruit est celui de la pluie qui frappe le toit, un rythme constant, presque une compagnie. C'est une vie tranquille, ordonnée, peut-être un peu trop. Les planchers craquent sous mes pas, rappelant le vide de chaque pièce. Ma routine est une encre. Le réveil à 6 heures, le café bu debout dans la cuisine pendant que la lumière grise de l'aube peine à se lever. Puis l'atelier, jusqu'à ce que mes épaules soient lourdes et que mes mains sentent la térébenthine. Je travaille le bois comme si je pouvais y sculpter un sens, y trouver une réponse que les mots ne m'ont jamais donnée. Chaque geste est mesuré, chaque coup de rabot est une pensée qui prend forme. C'est une conversation sans voix. Les soirées sont les plus longues. Je prépare un dîner pour une personne, je mange face à la fenêtre qui reflète mon propre visage dans l'obscurité grandissante. Le silence à table est dense, un poids qui s'installe dans la pièce. Parfois, je lis, mais le plus souvent, je reste simplement assis, à écouter la maison respirer autour de moi, à sentir les heures s'étirer lentement, l'une après l'autre, sans rien pour les marquer, sans personne pour les partager. Il y a 2 ans, mon ex-petite amie est partie. Elle a dit que mon silence était un mur, qu'elle se sentait seule même quand j'étais là. Ces mots sont restés, gravés en moi. Depuis, j'ai peur que ce soit vrai, que ma nature calme soit une sorte de défaut, une pièce manquante. Alors, je me suis réfugié encore plus dans mon travail, là où le silence n'est pas un vide, mais un outil. Là où mes mains peuvent dire tout ce que ma bouche ne sait pas formuler. Mais ce soir-là, la routine s'est brisée. Un coup violent contre la porte d'entrée, un son qui a fait vibrer toute la maison, bien plus fort que le grondement de l'orage dehors. J'ai sursauté, le cœur battant dans ma gorge. Personne ne frappe jamais à ma porte, surtout pas à cette heure, surtout pas avec cette urgence. Le vent s'est engouffré dans le couloir quand j'ai tourné la poignée, apportant avec lui une odeur de pluie et de panique. Et puis, je l'ai vue, Claire. Elle était là, sur mon porche, trempée jusqu'aux os, les cheveux collés à son visage, le mascara coulant en traînées sombres sur ses joues. Elle tremblait, pas seulement de froid. Son regard était perdu, vide, comme si elle avait couru pendant des kilomètres pour arriver jusqu'ici. Elle, qui est d'habitude une force de la nature, un tourbillon de rires et de mots, n'était plus qu'une silhouette fragile sous la pluie battante. Mon regard a accroché un détail familier, presque absurde dans ce chaos. La petite tache de peinture bleue derrière son oreille gauche, un souvenir de l'université qui n'est jamais parti. C'est la première chose que j'ai toujours remarquée chez elle. La voir là, maintenant, m'a ancré. C'était bien elle, sous cette couche de détresse. C'était mon amie, mon encre à moi, et elle était en train de sombrer. Je pouvais sentir le poids de son chagrin rien qu'en la regardant. Sa voix, quand elle a parlé, n'était qu'un murmure cassé, presque emporté par le vent. « Léo, est-ce que je peux ?» Elle n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions. J'ai juste reculé, tenant la porte grande ouverte, créant un passage du froid de la nuit vers la chaleur relative de ma maison. Son silence à elle était bien plus effrayant que le mien ne l'avait jamais été. Elle est entrée, et le bruit de l'eau dégoulinant de ses vêtements sur mon plancher en bois a été le seul son pendant un long moment. Je lui ai tendu une serviette épaisse, et quand ses doigts ont effleuré les miens pour la prendre, j'ai senti à quel point sa peau était glacée. Elle s'est renroulée dedans comme dans une armure, les yeux fixés sur un point invisible devant elle. Je n'ai pas insisté, je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Mes pieds m'ont porté jusqu'à la cuisine par pur automatisme. J'ai rempli la bouilloire, j'ai ouvert le placard. Ma main a trouvé la tasse sans même que j'aie à la chercher. Une vieille tasse en céramique, ébréchée sur le bord, avec le dessin à moitié effacé d'une baleine. C'était sa tasse, celle qu'elle utilisait chaque fois qu'elle venait ici. Un objet simple, un symbole muet de notre histoire, de la place qu'elle a toujours eue dans ma vie. Je suis revenu vers elle et je lui ai tendu la tisane fumante. Ses mains se sont enroulées autour de la tasse, cherchant la chaleur. Ses yeux ont enfin rencontré les miens, juste une seconde. Dans son regard, il y avait un monde de douleur, une histoire que je savais qu'elle me raconterait, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il y avait juste ce silence partagé, lourd de tout ce qui n'était pas dit, et la promesse d'une très très longue nuit.
Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Une lumière grise et douce filtrait par la fenêtre de la cuisine, dessinant des rectangles pâles sur le sol. Claire était là, assise à ma table, tenant la tasse baleine entre ses mains. Le silence n'était plus celui de la détresse, mais quelque chose de plus calme, de fragile. L'odeur du café se mêlait à celle, plus lointaine, de la terre mouillée. Elle portait un de mes vieux pulls, bien trop grand pour elle. L'ouragan de la nuit s'était tu. Elle est partie 1 heure plus tard. Un simple « merci, Léo » murmurait sur le seuil, les yeux fuyant les miens. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse. La porte s'est refermée et la maison m'a paru immédiatement plus grande, plus vide. Son odeur, un mélange de pluie et de quelque chose de floral, flottait encore dans l'entrée. Le silence qui est revenu n'était plus le même. Il portait désormais l'écho de sa présence, un poids nouveau et indéfinissable qui s'est installé dans mes murs. Les jours suivants furent silencieux, ni appel, ni message. Un accord tacite pour ne pas brusquer les choses, pour laisser la poussière retomber. Je travaillais plus que d'habitude, cherchant dans le geste répétitif du ponçage une forme de paix. C'est en nettoyant le salon que j'ai trouvé une de ces épingles à cheveux, tombée près du canapé. Un petit morceau de métal noir. Je l'ai gardé, le posant sur mon établi, sans trop savoir pourquoi. Un vestige minuscule de la tempête qui avait traversé ma maison. 1 semaine plus tard, je l'ai croisé dans une petite librairie du centre-ville. Le genre d'endroit qui sent le papier jauni et le bois ciré. Dehors, une brune fine tombait sans discontinuer. Elle était emmitouflée dans une grosse écharpe en laine, le nez plongé dans un livre. Nos regards se sont croisés au-dessus d'un rayon de poésie. La surprise sur son visage était sincère, ou alors elle jouait très bien la comédie. Mon cœur a eu un soubresaut idiot, une réaction que je n'ai pas su contrôler. La conversation a démarré maladroitement. Des banalités sur la pluie qui ne s'arrêtaient jamais, sur le charme de ces vieilles boutiques. Je l'observais. Ses doigts effleuraient les tranches des livres, un geste presque révérencieux. Elle tournait nerveusement une bague à son pouce, un anneau d'argent tout simple. Je me souvenais de cette manie, un signal qu'elle était perdue dans ses pensées, qu'une partie d'elle était ailleurs, loin de cette allée silencieuse et de moi. Elle m'a demandé ce que je fabriquais en ce moment. C'était un terrain sûr. Je lui ai parlé d'une commode en noyer, de la difficulté de restaurer un plaquage abîmé. Les mots venaient facilement quand il s'agissait de bois, de texture, de forme. C'était mon langage. Je pouvais décrire la couleur profonde du grain, la douceur du bois sous la main et voir dans ses yeux qu'elle comprenait. Elle a toujours compris la part de moi qui s'exprimait par les mains. Un sourire a étiré ses lèvres, un vrai sourire cette fois. Il n'a pas tout à fait atteint ses yeux, où persistait une ombre, mais c'était un début, une fissure dans la glace. J'ai senti la tension dans mes propres épaules se relâcher d'un coup. Ce simple moment, ce sourire fragile au milieu des livres, a semblé plus important que n'importe quelle grande conversation. C'était un signe que la personne que je connaissais était toujours là, quelque part sous les décombres. Le mardi suivant, un message, un seul mot, café. On s'est retrouvés dans un petit endroit près de la Loire. Le vent était glacial, charriant l'odeur humide du fleuve. Nous nous sommes assis en terrasse, enroulés dans les plaids rêches que le serveur nous avait donnés. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons regardé les péniches passer lentement, les moutes crier contre le ciel bas et gris. Le silence entre nous était devenu un espace confortable, une habitude retrouvée. Elle a évoqué sa recherche d'appartement, juste quelques phrases. « C'est juste compliqué », a-t-elle dit, et le mur est réapparu. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement regardé la buée de mon souffle se dissiper dans l'air froid. J'ai remarqué la façon dont elle tenait sa tasse, les 2 mains autour, comme pour se protéger du froid ou peut-être d'autre chose. Elle avait l'air plus jeune que ses 29 ans, perdue dans un manteau trop grand, le regard fixé sur l'eau sombre. Ce que j'ai toujours aimé chez elle, c'est sa façon d'observer le monde. Elle suivait du regard un couple de vieux qui se promenaient, un étudiant qui courait pour attraper un bus. Je savais qu'elle leur inventait des vies, des dialogues, des secrets. Elle tissait des histoires avec le réel. C'était son métier, mais c'était aussi sa nature. Voir le monde à travers ses yeux, c'était le voir avec plus de couleurs, même par un jour aussi gris que celui-ci. Un samedi après-midi, elle est apparue à la porte de mon atelier, sans prévenir. Elle tenait un sac en papier qui sentait bon le beurre et le sucre, des croissants. Le geste était simple, presque anodin, mais il a changé l'atmosphère de mon espace de travail. L'odeur de la viennoiserie chaude s'émêlait à celle, plus âpre, de la sciure de chêne et de la térébenthine. C'était un mélange étrange, inattendu, un mélange qui nous ressemblait un peu.
Elle est restée un long moment sans rien dire, assise sur un vieux tabouret à me regarder travailler. Le seul bruit était le va-et-vient régulier de mon rabot sur une planche de frêne. Son silence n'était pas un vide. Il était attentif, curieux. Elle a fini par se lever et a caressé du bout des doigts un coffre que je venais de finir. Son contact était léger, comme si elle voulait en comprendre l'histoire, sentir les heures de travail que j'y avais mises. Je lui ai préparé un café dans la cuisine attenante. J'ai pris la tasse baleine, sans même y penser. C'était une évidence. Quand je la lui ai tendue, elle l'a prise avec un petit sourire en coin. Ses yeux ont brillé une seconde. « Il est toujours là, celui-là », a-t-elle murmuré. Sa voix était douce. Nous ne parlions pas de la tasse, nous parlions de nous, de ce lien qui avait survécu à tant de choses et qui était là, solide et familier entre nos mains. Puis, pour la première fois, elle a parlé de lui. Pas de la rupture, pas du drame, juste un détail. Elle m'a raconté qu'il détestait qu'elle relise ses livres préférés, qu'il trouvait ça inutile, une perte de temps. C'était une petite chose, mais ça disait tout. Ça parlait d'une solitude profonde, celle de ne pas être comprise dans les choses qui nous définissent. La fissure dans le mur s'est agrandie, laissant entrevoir la peine qui se cachait derrière. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai fait ce que je sais faire. Je lui ai parlé du bois. Je lui ai montré une vieille porte que je décapais. Tu vois, parfois, il faut enlever toutes les couches de peinture, toutes les vieilles couleurs qui ne sont plus les bonnes. C'est long, mais en dessous, le bois est toujours là, intact. Elle m'a regardé et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle ne voyait pas seulement son ami, mais quelqu'un d'autre. Elle est partie à la tombée du jour. Sur le pas de la porte de l'atelier, elle s'est retournée. J'avais les mains couvertes de poussière de bois. Elle a levé la sienne, comme pour essuyer une trace sur ma joue, mais son geste s'est arrêté à quelques millimètres de ma peau. Le temps s'est suspendu. Dans l'espace infime entre ses doigts et mon visage, il y avait une tension nouvelle, une électricité palpable. L'air est devenu lourd. Quelque chose venait de basculer, et nous le savions tous les deux. Nos mercredis sont devenus une chose, un rituel silencieux. Je la retrouvais dans son nouvel appartement, un endroit temporaire avec des murs blancs et un écho qui avalait les mots. L'endroit sentait la peinture fraîche et le vide. Je venais avec ma boîte à outils, prétextant l'aider à monter des meubles en kit, mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'une excuse. Une raison pour créer un espace où nous pouvions simplement être, ensemble, sans la pression du monde extérieur. Les premières semaines, nous avons peu parlé. Le seul bruit était celui de mes outils, le cliquetis d'une vis, le son mat d'un marteau. Elle s'asseyait par terre, les genoux repliés contre sa poitrine, et me regardait travailler. Je sentais son regard sur mes mains, sur mes gestes. Ce n'était pas un regard pesant, c'était une présence calme, une encre dans le silence de ces pièces vides. Elle observait la façon dont je donnais forme à son nouveau refuge, pièce par pièce. Puis, un soir, alors que la lumière orange du crépuscule filtrait à travers la fenêtre nue, sa voix a brisé le silence. Il disait que je vivais trop dans les histoires des autres, que je devrais me concentrer sur la nôtre. Elle parlait de son ex. Ses doigts traçaient des motifs invisibles sur le parquet. Je n'ai pas arrêté mon geste, j'ai continué à visser un pied de table, donnant à son aveu l'espace nécessaire pour exister sans être jugé. Je n'ai rien répondu. Les mots auraient été du bruit, une intrusion. J'ai simplement hoché la tête, un mouvement lent, pour lui montrer que j'écoutais, que j'étais là. Mon silence, celui qui avait fait fuir mon ex, était devenu un refuge pour elle. C'était une chose étrange à réaliser, que ce que l'on croit être notre plus grande faiblesse puisse être la force dont quelqu'un d'autre a besoin au bon moment. Elle a continué, encouragée par mon absence de jugement. Il n'a jamais lu un seul livre que j'ai édité, pas un seul. Il disait qu'il n'avait pas le temps. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. C'était une blessure profonde, non pas celle d'une rupture, mais celle d'être invisible aux yeux de la personne qui était censée vous voir mieux que quiconque. J'ai posé mon tournevis. Le bruit du métal sur le bois a résonné dans la pièce. Le mercredi suivant, j'ai apporté du café dans un thermos, et 2 tasses. L'une était une simple tasse blanche de mon placard, l'autre, c'était la tasse baleine. Je l'ai posée devant elle sans un mot. Ses yeux se sont fixés dessus. Un souffle court lui échappa. Elle a pris la tasse entre ses 2 mains, comme un objet précieux, et la chaleur de la céramique a semblé la réconforter au-delà du café qu'elle contenait. Ce n'était plus seulement un objet. C'était un morceau de chez moi, un morceau de notre histoire, que j'avais apporté dans son espace à elle. Un symbole que le port d'attache existait toujours, même si elle avait l'impression de dériver.
Elle a levé les yeux vers moi, et dans son regard, il y avait une gratitude si pure, si dense, qu'elle a rempli tout l'espace entre nous. Nous n'avions pas besoin de mots, la vieille tasse ébréchée disait tout. Nos rencontres ont changé de décor. Nous avons commencé à marcher le long de la Loire. Les soirs, le vent n'était pas trop mordant. Le ciel d'hiver avait des couleurs de pastel délavé. L'air sentait le fleuve et la terre froide. Nous marchions côte à côte, nos épaules se frôlant parfois. Chaque contact accidentel était une petite décharge électrique, un rappel de la nouvelle tension qui s'était installée entre nous, subtile et persistante. Un soir, alors que nous regardions les lumières de la ville se refléter sur l'eau sombre, sa main a effleuré la mienne. C'était un accident, un simple mouvement en ajustant son écharpe. Mais nos doigts sont restés en contact une seconde de trop. Une chaleur s'est propagée dans mon bras, puis dans toute ma poitrine. J'ai senti mon souffle se bloquer. Nous n'avons pas bougé. Nous n'avons rien dit. Le monde s'est tu autour de nous. Ce simple contact a déverrouillé quelque chose en elle. Plus tard, assise dans ma voiture, le moteur éteint, elle a parlé de la nuit où elle était venue chez moi. Ce n'était pas une dispute, Léo. C'était pire. C'était de l'indifférence. J'ai réalisé que si je disparaissais, il mettrait peut-être des jours à s'en rendre compte. Sa voix était à peine un murmure, mais chaque mot avait le poids d'une pierre. Elle a regardé par la fenêtre, les lumières des lampadaires glissant sur son visage. Le plus effrayant, ce n'est pas de se sentir seul quand on est seul, c'est de se sentir complètement invisible quand on est assise à côté de quelqu'un. J'ai senti un nœud se serrer dans ma gorge. J'ai posé ma main sur son épaule, un geste simple, instinctif. Elle a tressailli, puis s'est détendue sous mon contact, s'appuyant légèrement contre ma main. Ce soir-là, j'ai compris la profondeur de sa blessure. Ce n'était pas un cœur brisé, c'était une âme qui avait été niée. On lui avait fait croire que sa présence, ses passions, ses pensées n'avaient aucune valeur. Et moi, avec mes silences et mes mains cailleuses, j'étais en train de lui montrer le contraire, sans même m'en rendre compte. En la voyant, en l'écoutant vraiment, je lui rendais les morceaux d'elle-même qu'on lui avait volés. Les semaines se sont transformées en mois. L'hiver s'est installé, dur et froid. Mais à l'intérieur de ma maison, ou dans son petit appartement qui commençait à lui ressembler, une chaleur nouvelle grandissait. Il y avait des rires maintenant, des blagues idiotes, des débats passionnés sur des films ou des livres. La tristesse était toujours là, en arrière-plan, mais elle n'était plus le seul personnage de notre histoire. Elle a commencé à passer du temps dans mon atelier. Elle apportait ses manuscrits et s'installait dans un vieux fauteuil en cuir que j'avais réparé. L'odeur du papier se mêlait à celle du bois. Le son de ses pages tournées accompagnait le bruit de mes outils. Nous travaillions en silence, chacun dans notre monde, mais ensemble. C'était une harmonie parfaite, une compagnie qui n'exigeait rien d'autre que la présence de l'autre. Un jour, elle a levé les yeux de son travail et m'a surpris en train de la regarder. Je n'ai pas détourné le regard. Un léger rougissement émontait à ses joues, mais elle a souri. Un vrai sourire, large et lumineux, qui a atteint ses yeux. « À quoi tu penses » m'a-t-elle demandé. C'était la même question qu'elle m'avait posée il y a 7 ans, quand nous nous étions rencontrés. « Je pense que le frêne est un bois sous-estimé » ai-je répondu, ma voix un peu rauque. Il est flexible, résistant. Il plie sous la pression, mais ne se brise pas facilement. Il a un grain magnifique si on prend le temps de le regarder. Elle n'a pas eu besoin que je lui explique que je ne parlais pas seulement du bois. Son sourire s'est adouci, teinté de quelque chose de plus profond. La tension entre nous était devenue une chose vivante. Elle était dans l'air que nous respirions, dans les silences qui s'étiraient, dans les regards qui duraient une seconde de trop. C'était une corde tendue, vibrante. Nous marchions sur cette corde, prudemment, tous les deux terrifiés à l'idée de tomber, mais incapables de revenir en arrière. Le confort de l'amitié était derrière nous, et devant, il y avait un abîme inconnu et terriblement attirant. Un soir de février, la neige s'est mise à tomber, de gros flocons silencieux qui recouvraient la ville d'un manteau blanc et apaisant. Elle était chez moi. Nous avions dîné et maintenant nous regardions la neige par la fenêtre du salon. Le monde extérieur semblait avoir disparu, nous laissant seuls dans la chaleur et la lumière tamisée de la pièce. La radio jouait une vieille chanson de jazz, douce et mélancolique. Elle s'est approchée de moi, se tenant si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps, sentir le parfum de ses cheveux. Elle a regardé la neige tomber, le reflet de son visage superposé au paysage blanc. Parfois, je crois que cet atelier, cette maison, c'est l'endroit le plus sûr au monde.
Sa voix était douce, remplie d'une émotion que je n'osais pas nommer. Je me suis tourné vers elle. Nos visages n'étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais voir chaque détail de ses yeux, les petites taches dorées dans l'iris vert. Le monde s'est réduit à cet espace infime entre nous. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. C'était le point culminant de tous ces mois, de tous ces silences, de tous ces frôlements. Un moment parfait, suspendu dans le temps, juste avant que tout ne bascule. Et puis, elle a reculé, juste un pas, mais c'était assez pour que l'air froid de la nuit s'engouffre entre nous. Le moment s'est brisé comme du verre. Un éclat de panique a traversé son regard, remplaçant la chaleur qui s'y trouvait une seconde plus tôt. « Il se fait tard », a-t-elle murmuré, la voix soudainement étrangère. Elle a attrapé son manteau, évitant mes yeux. La porte s'est refermée derrière elle, laissant un silence assourdissant, bien plus lourd et plus froid que la neige qui tombait dehors. Le lendemain, la maison était insupportablement silencieuse. Chaque craquement du plancher était un écho de son absence. L'odeur de son parfum flottait encore faiblement dans le salon, un fantôme que je n'osais pas chasser en ouvrant les fenêtres. J'ai essayé de travailler, mais mes mains étaient lourdes, mes gestes imprécis. La concentration m'échappait. Je me suis retrouvé à fixer le fauteuil où elle s'asseyait, attendant, contre toute logique, de la voir lever les yeux de son manuscrit et me sourire. Mais le fauteuil est resté vide. Les jours se sont étirés en une longue attente. Pas un message, pas un appel. Le silence radio était total, une absence si complète qu'elle en devenait une présence. J'ai pris mon téléphone des dizaines de fois, tapant des messages que j'effaçais aussitôt. Finalement, j'ai envoyé un simple « J'espère que tu vas bien ». Les heures ont passé, puis les jours. Le message est resté là, lu, mais sans réponse. Le mur qu'elle avait érigé était invisible, mais infranchissable. Mon silence n'était plus un refuge, c'était une prison. J'ai trouvé une de ces épingles à cheveux sur le sol de l'atelier, le même petit morceau de métal noir que j'avais déjà trouvé des semaines auparavant. Cette fois, le tenir dans ma paume n'avait rien de rassurant. C'était une petite chose pointue, un rappel douloureux. Je l'ai posé sur mon établi à côté de la première. Deux petits monuments silencieux à ce que nous avions failli être. L'atelier, mon sanctuaire, était devenu une pièce à conviction, remplie de preuves de ce que j'avais perdu. Une semaine s'est écoulée. La neige a fondu, laissant place à une pluie fine et tenace qui rendait la ville grise. Je me suis surpris à prendre des chemins différents pour rentrer chez moi, juste pour éviter de passer devant son immeuble. La peur de la voir et la peur de ne pas la voir étaient deux poids identiques qui me serraient la poitrine. J'ai compris que je ne respectais pas seulement son espace, j'avais peur. Peur de ce que je verrais dans ses yeux si nous nous croisions, peur du vide. Pour ne pas sombrer, je me suis lancé dans un projet, une petite bibliothèque en noyer, celle dont nous avions dessiné les plans sur un coin de nappe un soir, en riant. Chaque coup de rabot, chaque assemblage était une façon de canaliser le chaos en moi. Le bois absorbait ma frustration, ma tristesse, mes questions sans réponse. Je travaillais tard dans la nuit jusqu'à ce que l'épuisement physique l'emporte sur la douleur, le seul répit que je pouvais trouver dans le silence de mes nuits. Les mots de mon ex sont revenus me hanter. « Tu es incapable de partager ». Peut-être qu'elle avait eu raison depuis le début. Peut-être que mon silence n'était pas un havre de paix, mais une forme d'égoïsme. J'avais cru que Claire le comprenait, qu'elle y trouvait du réconfort. Et si je m'étais trompé ? Et si, au moment crucial, mon incapacité à dire les choses l'avait effrayée ? Le doute s'est insinué en moi, un poison lent qui remettait tout en question, chaque moment que nous avions partagé. La tasse baleine était toujours sur l'égouttoir de la cuisine. Je ne l'avais pas rangée. Elle était là, ébrochée et délavée, comme un reproche muet. Chaque matin, en me servant mon café, mon regard tombait dessus. C'était un symbole de tout ce qui avait été simple et évident entre nous et qui était maintenant devenu désespérément compliqué. C'était le dernier vestige de notre normalité, un artefact d'un temps qui semblait déjà appartenir à une autre vie, à un autre homme. Quand la bibliothèque a été finie, je l'ai poncée jusqu'à ce que le bois soit doux comme de la soie sous mes doigts. Tard un soir, je l'ai chargée dans ma voiture. Je l'ai montée silencieusement jusqu'à son étage et je l'ai déposée devant sa porte. Je n'ai pas frappé. J'ai juste glissé une petite carte sous l'un des pieds. Il n'y avait que 3 mots dessus, écrits de ma main. « Pour tes histoires ». C'était tout ce que je pouvais lui donner. Un abri pour les mondes qu'elle aimait tant. De retour dans mon atelier, le vide laissé par la bibliothèque était immense.
Il faisait froid. Je me suis assis sur un tabouret, l'odeur de la cire et du bois flottant autour de moi. Le silence était total. Mon téléphone est resté sombre sur l'établi. Je n'attendais rien, aucune réponse, aucune explication. Mais une partie de moi, une partie stupide et obstinée, ne pouvait empêcher d'espérer. Alors, dans le froid et l'obscurité, j'ai attendu. J'ai simplement attendu. 3 nuits plus tard, alors que le silence était devenu une sorte de bourdonnement constant dans mes oreilles, on a frappé à ma porte. Un coup léger, hésitant, presque un murmure contre le bois. Ce n'était pas le son de la panique, mais celui de la prudence. Mon cœur s'est arrêté une seconde avant de se remettre à battre, lourdement, contre mes côtes. J'ai traversé la maison dans une sorte de brouillard, la main tremblante en attrapant la poignée froide. Elle était là. Sous la lumière blafarde du porche, elle avait l'air fatiguée, mais calme. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et elle portait un simple jean et un pull gris. Mais ce n'est pas ça que j'ai vu en premier. Dans ses 2 mains, qu'elle tenait devant elle comme une offrande, il y avait la tasse baleine. Mon regard s'est figé sur l'objet. C'était un message, une question, une excuse, tout ça à la fois. Un pont fragile jeté au-dessus du silence qui nous avait séparés. « Je crois que j'ai oublié ça chez toi », a-t-elle dit, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Ses yeux cherchaient les miens, pleins d'une appréhension que je connaissais trop bien. C'était une excuse, bien sûr, une raison de revenir, une façon de briser la glace sans avoir à trouver les grands mots. J'ai senti la tension quitter mes épaules, remplacée par un soulagement si intense qu'il m'a presque fait vaciller. Je n'ai rien dit, je me suis juste écarté pour la laisser entrer. Elle a pénétré dans le couloir et l'air de la maison a semblé se réchauffer instantanément. Elle a posé la tasse sur la petite table de l'entrée, un geste délicat, presque cérémonieux. Le bruit de la céramique sur le bois a été le seul son pendant un long moment. Le silence qui s'est installé n'était pas vide. Il était plein de tout ce que nous devions nous dire, une chose tangible qui pesait entre nous, attendant que l'un de nous ait le courage de le soulever. Son regard a balayé le salon, puis s'est dirigée vers mon atelier, dont la porte était restée ouverte. Elle a vu l'espace vide contre le mur, là où la bibliothèque avait été. Ses yeux sont revenus vers moi, et j'y ai lu une compréhension soudaine, une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la stupéfaction. « Léo, la bibliothèque ?» Elle n'a pas fini sa phrase, elle n'en avait pas besoin. Elle avait compris, le geste avait parlé pour moi. J'ai haussé les épaules, un mouvement qui se voulait nonchalant, mais qui trahissait toute ma nervosité. Il fallait bien un endroit pour ranger tes histoires, ai-je dit simplement. Les mots sont sortis plus rauques que prévu. C'était la vérité la plus simple, la plus pure que je pouvais lui offrir. Je ne lui offrais pas seulement un meuble, mais un espace, une reconnaissance de ce qu'elle était, de la chose la plus importante pour elle. Une larme a roulé sur sa joue, une seule. Elle ne l'a pas essuyée. « J'ai eu peur », a-t-elle murmuré, et le mur entre nous s'est effondré. Ce soir-là, près de la fenêtre, c'était trop réel. Je sortais à peine d'un mensonge de 4 ans, et toi, tu étais la chose la plus vraie de ma vie. Ça m'a terrifié. J'ai cru que j'allais tout gâcher, te gâcher. Sa voix s'est brisée. J'avais peur de n'être qu'un projet pour toi, a-t-elle continué, les mots se bousculant. Une vieille commode à retaper, quelqu'un à réparer. Et je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas être un poids, Léo, surtout pas pour toi. Alors j'ai fui. C'était la chose la plus lâche et la plus stupide que j'ai jamais faite. Elle a enfin levé les yeux vers moi, me laissant voir toute sa vulnérabilité, sans aucun filtre. C'était à mon tour. Le nœud dans ma gorge était si serré que j'ai eu du mal à parler. Et moi, j'ai cru que c'était mon silence. J'ai cru qu'il t'avait fait fuir, comme elle, que tu avais besoin de mots que je n'ai pas, que je n'étais pas assez. C'était la première fois que je formulais cette peur à voix haute. La dire devant elle, c'était comme poser une arme. C'était un abandon total. Elle a secoué la tête, s'approchant d'un pas. Ton silence n'a jamais été un vide, Réo. Ça a toujours été un espace. Le seul endroit où je pouvais respirer, où je pouvais juste être moi, sans avoir à jouer un rôle. Le seul endroit où je me suis senti chez moi. Ces mots étaient une encre jetée dans ma tempête intérieure. Elle a posé sa main sur ma joue. Ses doigts étaient froids, mais son contact était un feu. J'ai couvert sa main avec la mienne, sentant la texture de sa peau contre la mienne, rugueuse de mon travail. J'ai plongé mon regard dans le sien. « Je ne veux pas te réparer, Claire », ai-je dit, ma voix enfin stable, enfin claire. Je n'ai jamais voulu ça. Je veux juste être là, à côté. Que tu sois en morceaux ou entière, ça ne change rien. Je veux juste être là. C'était ma promesse,
Pas de toujours, pas de jamais, juste de maintenant. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et l'espace entre nous a disparu. Ses lèvres ont rencontré les miennes, doucement, presque timidement. Ce n'était pas un baiser passionné, mais un baiser de reconnaissance. C'était le goût de la pluie et du sel de ses larmes, le contact de deux solitudes qui trouvaient enfin un refuge. Quand nous nous sommes séparés, nos fronts sont restés collés l'un à l'autre. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. L'avenir était un brouillard, une page blanche. Rien n'était réglé, rien n'était garanti. La peur était toujours là, tapie dans un coin, mais elle n'était plus seule. Il y avait autre chose maintenant, quelque chose de fragile et de tenace, qui ressemblait à de l'espoir. Et maintenant, ai-je murmuré dans le silence apaisé de la pièce. La question flottait entre nous, simple, immense. Elle a eu un petit sourire, le premier vrai sourire de la soirée. Elle s'est reculée juste assez pour me regarder dans les yeux, puis son regard a glissé vers la tasse sur la table de l'entrée. « Maintenant, a-t-elle dit d'une voix douce, tu me fais un café, et on reste là, juste pour aujourd'hui. » Nos matins ont trouvé leur propre rythme, une danse silencieuse autour de la cafetière. Il n'y avait plus ce silence lourd et solitaire de mes anciens réveils. Maintenant, c'était un silence partagé, rempli du bruit de ses pas sur le plancher, du murmure des pages qu'elle tournait en buvant son café. La lumière de l'aube, qui me paraissait si grise avant, semblait maintenant plus douce, comme si elle aussi s'était habituée à ne plus éclairer une seule personne dans cette cuisine. La maison respirait différemment. Elle respirait pour deux. Les semaines ont glissé les unes sur les autres, tissant une nouvelle normalité. Nos soirées se passaient souvent dans le salon, elle blottie dans le fauteuil avec un manuscrit, moi sur le canapé, dessinant des plans pour un nouveau meuble. L'air sentait le papier, le thé à la bergamote et parfois la poussière de bois que je ramenais de l'atelier. Il n'y avait pas de grands discours, juste la certitude tranquille d'une présence. Savoir qu'elle était là, à quelques mètres, était devenu l'encre de mes journées. Il y avait des jours plus difficiles, bien sûr, des jours où l'ombre de son passé revenait hanter son regard. Elle devenait silencieuse, distante. Je n'essayais pas de combler ce vide avec des mots maladroits. J'apprenais à simplement m'asseoir à côté d'elle, à poser ma main sur son genou et à attendre que la tempête passe. Je comprenais que mon rôle n'était pas de la sauver, mais de tenir la lanterne pour qu'elle puisse retrouver son propre chemin dans l'obscurité. En la regardant dormir une nuit, le visage apaisé, j'ai pensé à l'homme que j'étais avant elle. Cet homme qui croyait que son silence était un mur infranchissable. Les mots de mon ex avaient perdu leur poids. Ce n'était pas mon silence qui était un défaut, c'était le manque de quelqu'un qui sache l'écouter. Avec Claire, mon silence n'était pas un vide, mais une page blanche sur laquelle nous pouvions écrire notre propre histoire, à notre rythme, sans un mot de trop. Le printemps est arrivé, chassant le gris de l'hiver. Nous avons repris nos promenades le long de la Loire, mais l'air n'était plus glacial. Le soleil tiède se reflétait sur l'eau et nos mains se trouvaient sans hésitation. Le contact de sa paume contre la mienne était devenu une évidence, une chose simple et solide. Je sentais la chaleur de sa peau, le rythme calme de sa respiration à côté de la mienne, et pour la première fois depuis des années, je me sentais exactement là où je devais être. Un samedi, j'ai installé une petite étagère dans la cuisine. Juste une planche de chêne, claire, poncée jusqu'à la perfection. Sans un mot, elle y a posé son pot de thé préféré, quelques livres de poche et la vieille tasse baleine. L'objet ébréché n'était plus le symbole d'une amitié passée ou d'une visite en urgence. Il était là, à sa place, au cœur de notre quotidien. C'était la preuve silencieuse qu'elle n'était plus une invitée dans ma vie. Elle était chez elle. Un soir, alors que nous préparions le dîner, elle s'est arrêtée, un couteau à la main, et m'a regardé avec ce petit sourire en coin que j'aimais tant. « À quoi tu penses, Léo ?» C'était la même question qu'il y a 7 ans, mais tout avait changé. J'ai regardé ses doigts tachés de jus de tomate, la lumière dans ses yeux. J'ai souri à mon tour. « Je pense que tu mets beaucoup trop d'ail, et que c'est parfait comme ça. » Son rire a rempli la cuisine, plus doux que n'importe quelle musique. Nous avons mangé à la petite table de la cuisine, les fenêtres ouvertes sur l'air doux de la nuit. Les bruits de la ville nous parvenaient, lointains et feutrés. Il n'y avait pas de promesses échangées, pas de plan pour les 10 prochaines années. Il y avait juste ce moment. Le goût du vin sur nos lèvres, le contact de nos pieds sous la table, le confort d'un silence qui disait tout. Je l'ai regardé et j'ai su. L'amour, ce n'était peut-être que ça. Choisir de préparer le dîner ensemble, encore demain.